club de la presse d'Europe 1. Avec Nicolas Poincaré jusqu'à 20h. Et avec Virginie Calmels, qui est la tête de liste Les Républicains pour la région Aquitaine, Poitou, Charente, Limousin, interrogée ce soir par Catherine Serjuli et Olivier Duhamel. On parlait télévision juste avant la pause, Virginie Calmels, donc on sait que vous avez renoncé pour vous lancer en politique. On a lu dans la presse que vous aviez divisé votre salaire par combien ? Par 50, on a dit, pour passer entre la présidence d'Andémol et un salaire de maire adjoint à Bordeaux. Il paraît qu'il y a un écart de 1 à 50. J'ai jamais donné le vrai écart, mais vous pouvez imaginer qu'il est important. Donc voilà, c'est toute la noblesse de mon engagement, c'est comment il n'est pas intéressé. Une présidence quand même. Je suis présidente du conseil de surveillance d'Euro Disney. Je suis au board de Free et de Technicolor. Mais globalement, et surtout si les électeurs me font confiance, je serai présidente de région à temps plein. Donc je démissionnerai d'un certain nombre de mes mandats. J'aimerais beaucoup rester quand même, parce que je pense qu'on attend des politiques aussi qu'ils aient un pied dans le réel, et je crois que mon profil c'est d'être une femme d'entreprise, et je pense que c'est bien de ne pas se couper totalement. Justement avec Free, et c'est pour ça que je l'ai déjà annoncé, je considère que le numérique étant un sujet majeur pour cette grande région demain, je démissionnerai de mon mandat. En revanche, Euro Disney, là on est vraiment très très loin de tout conflit d'intérêts avec la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Donc vous avez été chef d'entreprise. Et les Américains ont plutôt envie de me garder. Vous êtes content d'avoir été chef d'entreprise, vous voulez en garder quelque chose. Imaginez que vous soyez présidente de Volkswagen. Est-ce que vous auriez pu ne pas savoir qu'on truquait, qu'on inventait le menteur diesel, comme titre Le Canard enchaîné, et si c'était le cas, si vous n'aviez pas su, est-ce que ce serait grave de ne pas avoir su? Deux questions en une. Écoutez, c'est arrivé à d'autres patrons, à certains, de dire qu'entre l'incompétence et l'ignorance, il fallait faire son choix. Parfois, moi je crois que c'est possible, dans des très très grandes structures, il est absolument possible de ne pas d'être tout au sommet de la pyramide et de ne pas avoir toute la transparence de l'information. Ça, je le crois possible. Après, il y aura probablement une enquête, mais je pense que, et on le voit bien, sont des hommes et des femmes, c'est des chaînes de commandement, et vous pouvez avoir des gens qui, à un moment donné, c'est pareil dans la malhonnêteté, le patron n'est pas forcément le plus à même de savoir que un N-3, 4, 5... Donc il est responsable. Non, mais c'est différent. Il peut ne pas le savoir. Après, est-ce qu'il doit porter la responsabilité? Oui, parce que c'est comme ça. Vous êtes sidéré par cette histoire? Il a démissionné. Qu'on ait triché sur 11 millions de bagnoles. Vous êtes sidéré de ça dans une... C'est effectivement sidérant. Je pense que tout le monde est assez estomaqué. Et ça, là encore, ça interroge sur, à un moment donné, ce qu'on est capable de faire pour finalement contourner des normes qui sont certes parfois contraignantes également, mais ce côté je contourne et je triche, c'est juste inadmissible, et je pense que ça portera un coup fatal, ou en tout cas un coup fort à l'automobile allemande et à tout ce qu'on la Dassa Auto. On n'imaginait pas ça peut-être d'un groupe allemand. Donc ça remet aussi en perspective le fait que tout ça, ce sont... Il y a toute la dimension, les autres tricheurs. Dans l'automobile, il y a peut-être d'autres tricheurs. On va voir. Moi, vous savez, je considère que je ne sais pas, et qu'on saura à l'issue des enquêtes qui vont être menées. Mais c'est vrai que peut-être ne sont-ils pas seuls. Alors, vous étiez en train de nous raconter donc pourquoi vous abandonnez le monde de l'entreprise à part Disneyland pour vous lancer en politique. C'était quoi la motivation au départ ? Vous savez, je crois que d'abord, moi j'aime mon pays, et je pense que quand on voit ce qui s'y passe, on ne peut pas se satisfaire du climat dans lequel on vit et des résultats que nous avons. Donc Alain Juppé m'a fait la proposition de rejoindre son équipe aux dernières municipales à Bordeaux. Je suis moi-même bordelaise. C'est mes racines, voilà, c'est ma région. J'ai passé 6 ans à Bordeaux, puis 6 ans en Charente-Maritime. J'avais envie d'être acteur plutôt que spectateur, et de me dire que mon expérience et mon expertise pouvaient peut-être apporter quelque chose dans un monde politique qui a aussi besoin de se renouveler. Donc, j'ai pas hésité très longtemps, et j'ai accepté de franchir ce pas et de me lancer donc aux dernières municipales comme adjointe au maire de Bordeaux. Pourquoi vous y allez au régional alors que quand même ça va être dur, hein?
Oui, mais moi j'aime bien les challenges difficiles. Si c'était facile, finalement, ce serait pas intéressant. Ça va être dur, comme vous le dites, parce que j'ai un opposant socialiste qui est très ancré, qui a fait 3 mandats, ça fait plus de 18 ans qu'il est à la tête de cette région. Mais pour autant, moi je crois que quand on regarde de près le bilan et quand on voit la politique socialiste menée dans ces 3 régions depuis longtemps, 18 ans en Aquitaine, 12 ans en Poitou-Charentes, 29 ans en Limousin, les citoyens aspirent peut-être à autre chose. Et là encore, moi j'apporte une autre vision, une autre façon peut-être de faire de la politique. Je suis d'abord avant tout une femme d'entreprise, j'ai les pieds solidement ancrés dans le réel. Je pense qu'on doit avoir des résultats, c'est ça qui me motive, c'est de faire le mieux possible la mission qui m'incombe, en ayant des résultats, en ayant de la transparence, en ayant une évaluation indépendante des actions, et puis en réduisant la dépense publique, parce que là encore, quand on vient du monde de l'entreprise, on a une autre appréhension de la dépense, et je pense qu'on peut faire beaucoup avec moins de dépenses publiques. Et ça, je pense que quand on a un profil de gestionnaire aujourd'hui, on peut le mettre au profit de la collectivité. Oui, Alain Rousset était le président d'une région qui comportait 5 départements. Là, aujourd'hui, la future, c'est 12 départements. Alors, est-ce que vous, dans vos calculs, vous avez l'impression que l'équilibre politique peut changer, qui pourrait vous être favorable? Et puis, est-ce que pour les gens qui vivent dans cette région, cet énorme truc qui va devenir gros comme l'Autriche, c'est favorable à l'économie? Est-ce que ça donne une force de frappe avantageuse ou pas? Je ne suis pas sûre que cette grande réforme territoriale ait été forcément ce qu'on ait fait de mieux, parce qu'on avait un vrai sujet et d'autres peut-être réformes auraient pu, notamment la suppression du département, était plutôt à l'ordre du jour. Donc là, on a décidé, enfin le gouvernement a décidé dans cette loi NOTRe de faire des très grandes régions. Bien évidemment, d'un certain côté, ça peut avoir un intérêt et notamment un impact économique. Cette grande région demain sera la première région agricole d'Europe, par exemple. On a la façade littorale de 720 km qui est un atout sur l'économie de la mer. On est une des régions très touristiques. Bref, on aura beaucoup d'atouts et des convergences. Pour autant, et c'est normal, ça peut aussi faire peur aux citoyens notamment, qui déjà se sont éloignés de la région. Et là, la région devient effectivement, comme vous l'avez dit, très grande, à la taille de l'Autriche. Donc ça va nécessiter une autre façon de faire. Et c'est pour ça que moi je crois en ce renouvellement et que je crois qu'on fera mentir les pronostics qui pensent que éventuellement cette région ne basculerait pas, parce que il faut diriger cette région différemment. Alain Rousset nous promet le modèle, la duplication du modèle aquitain. Moi, je pense qu'on doit appréhender ça complètement différemment. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un territoire aussi vaste, vous ne pouvez pas être centralisateur. Vous ne pouvez pas diriger depuis Bordeaux, capitale incontestée de la grande région demain, mais il faut absolument capitaliser sur l'ensemble des savoir-faire de cette région. 12 départements, il y a des talents partout. Ça veut dire qu'il faut travailler en réseau, ça veut dire qu'il faut passer au 21e siècle, ça veut dire qu'il faut utiliser le numérique, ça veut dire qu'il faut que les fonctionnaires eux-mêmes évoluent dans leur façon de rendre un service aux citoyens, qu'on revienne à cette notion de service. Il faut revoir leur statut comme le propose Emmanuel Macron. Moi, je ne pense pas que ça passe forcément nécessairement par le statut. Vous savez, tout en gardant le statut, aujourd'hui, non, mais parce que je vais vous dire, moi, je crois au management. Je pense que ça passe d'abord et avant tout par le management d'hommes et de femmes. Et il y a un moment donné, c'est pas tant le statut qu'il faut revoir, c'est que déjà, on a des populations qui ne travaillent pas forcément 35 heures. On a donc un problème de durée de travail. On a aussi un problème d'absentéisme. Et cet absentéisme, moi, je ne le dénonce pas comme une population qui serait plus feignante qu'une autre. Ça prouve qu'il y a une démobilisation. Vous savez, c'était dans le Conseil régional d'Aquitaine que Zoé Shepard a écrit son bouquin absolument débordé. On voit bien qu'on a des populations qui n'ont peut-être pas le goût à leur fonction. Et je crois qu'on peut leur redonner ce goût-là. En tout cas, moi, en tant que femme d'entreprise, je pense qu'il n'y a pas de différence à manager des hommes et des femmes dans une collectivité territoriale que dans une entreprise. Il faut leur donner des objectifs, il faut leur redonner l'envie et il faut surtout leur donner les moyens de faire mieux et d'être plus efficaces dans leur travail au quotidien. On venait d'évoquer les fonctionnaires. Est-ce que vous êtes pour la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire? Je le dis tout net. Si on fait cette grande région, et si ce gouvernement a souhaité cette réforme territoriale, et si on écoute, et notamment mon opposant socialiste, expliquer que tout ça va coûter plus cher, mais on marche sur la tête. Les citoyens ne peuvent plus accepter d'augmenter les impôts dans ce pays. Donc il faut changer de métier. Moi, je considère qu'une réforme de cette ampleur-là, vous conseillez à Alain Rousset de changer de métier. Oui, peut-être que c'est ce qui va lui arriver, allez savoir. Enfin, il restera député socialiste.
Mais en l'occurrence, l'idée, c'est quand même de fusionner 3 régions. Et une fusion, normalement, ça crée de l'efficacité. Donc, je le dis de façon assez nette, le principe est le suivant, il faut absolument pas remplacer les fonctionnaires qui vont partir à la retraite, parce que c'est l'occasion de réallouer le travail différemment. Et une fois encore, on ne peut pas dire aux gens, dormez braves gens, il va rien se passer. Il y a une réforme territoriale d'ampleur, il faut être à la mesure de cette tâche. Moi, je crois qu'il faut clairement expliquer, et ça se fait en concertation, ça se fait en bonne intelligence avec, moi je suis pour la négociation aussi avec les syndicats, mais il faut clairement qu'un dialogue s'instaure pour travailler différemment. Et je suis convaincue, vu les messages que je peux recevoir de l'intérieur, que les gens y aspirent. Vous savez, c'est pas une fatalité de finalement ne pas être très heureux dans son travail. Les gens aspirent à apporter un autre service aux citoyens et à travailler différemment. Virginie Calmels, membre de la garde rapprochée d'Alain Juppé, est l'invitée du Club de la Presse d'Europe 1 jusqu'à 20h. On revient après une pause. Suivez le Club de la Presse d'Europe 1 en vidéo sur europe1.fr. Le Club de la Presse d'Europe 1. 19h, 20h, Nicolas Poincaré. Le Club de la Presse d'Europe 1 avec Virginie Calmels, maire adjoint de Bordeaux, proche d'Alain Juppé, tête de liste Les Républicains pour la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. J'ai réussi à le dire dans le bon ordre. C'est Catherine Ney qui va vous poser la prochaine question. Je m'adresse à une femme parce que j'ai vu qu'il y a 12 départements, 12 têtes de liste et qu'est-ce que je vois? Il y a parité, 6 têtes de liste femmes et 6 hommes. Alors, est-ce que, par rapport à votre concurrent, est-ce que c'est vraiment un plus et est-ce que c'était difficile de trouver ces candidats? Mon opposant socialiste, lui, n'a qu'une femme sur 12. Donc, ça en dit long sur la différence qu'on peut attacher, notamment à la représentation féminine. Et puis, les socialistes, c'est on prend les mêmes et on recommence. Hein. Donc, il n'y a pas beaucoup de renouvellement. Et globalement, ce sont les présidents sortants des 3 régions qui se prennent la part du gâteau. Moi, j'ai simplement voulu... introniser des femmes quand il n'y a pas de sortants, ça c'est sûr. Oui, mais c'est aussi une vraie volonté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la loi ne nous impose pas la parité sur les têtes de liste, mais moi j'essaye d'incarner une forme de renouveau en politique. Je viens d'un monde où, franchement, les sujets de féminisation de la vie économique sont assez naturel maintenant. Dans la vie politique, on sent qu'il y a encore des freins, des vraies réticences et que c'est difficile. Excusez-moi, c'est pire dans la vie économique. Si vous prenez les conseils d'administration, si vous prenez les chefs d'entreprise, si vous prenez les professeurs de médecine dans la vie universitaire ou de droit, etc., grâce à un certain nombre de lois, grâce à un certain nombre de modes de scrutin, etc., c'est pire dans la vie C'est un peu différent, parce que moi j'en viens et pour le coup, j'ai pas vécu ça dans la vie économique. Moi j'ai été promue sur mes résultats et le fait d'être une femme n'a jamais été un handicap. Mais je pense que la différence, c'est que les métiers ne sont pas comparables. C'est-à-dire que quand vous êtes tout en haut d'une société, vous êtes très corvéable à merci, vous êtes très sollicité et beaucoup de femmes aussi à un certain moment font aussi des choix qui leur rendent difficile l'accessibilité. Il n'y a pas que parce qu'il y a un plafond de verre, il y a aussi parce que beaucoup de femmes n'ont pas assez confiance en elles ou ne revendiquent pas toujours des promotions que des hommes revendiquent. En revanche, dans le monde politique, là, on est sur un terrain d'égalité. On doit représenter les citoyens. Donc là, quand même, on sent une vraie, moi je trouve un côté parfois un peu rétrograde de certains hommes qui ont beaucoup de mal à s'effacer derrière une femme, considérant, alors il y en a qui le font bien évidemment, mais ils considèrent que c'est des choix. Ils s'effacent souvent derrière un autre homme. Je veux dire, les investitures font qu'il faut parfois qu'ils laissent leur place. Mais on sent que c'est quand même un combat. Donc, pour répondre à Catherine, ça a été pas très compliqué parce qu'une fois encore, ça c'est du mythe que de croire qu'il n'y a pas de femmes capables d'être des têtes de liste très compétentes. Et il y en a. Simplement, voilà, parfois, il y a quelques hommes qui ont eu un peu de mal à admettre que la tête de liste dans leur département soit une femme. C'est plus machiste que ce que vous attendiez, la vie politique ? Oui, enfin, moi, là-dessus, je trouve que... il y a la moindre illusion. Non, j'en avais pas beaucoup, mais si vous voulez, là encore, du monde duquel je venais, je n'avais pas imaginé qu'il y avait ce petit, moi je dirais, c'est un retard un petit peu, si vous voulez, je le sens un peu, alors c'est pas toute la vie politique, évidemment, il y a plein d'hommes qui ont aucun problème avec le fait de travailler avec des femmes, mais on sent quand même qu'il y a des petits relents machistes. Moi, mon opposant socialiste a fait quelques petites blagues sur le voilà, quand il fait une femme on note au passage que vous l'appelez à chaque fois mon opposant socialiste,
qui est un grand truc de com. Jamais dire son nom, Alain Rousset. Jamais dire le président actuel de la région, pour faire presque croire qu'il n'est pas et que c'est Virginie Calmels qu'il est. Et toujours marteler. Qui va l'être. Et toujours mon opposant socialiste. Ouais, on sent, c'est bien travaillé ça. Hein. Alors qu'est-ce qu'il a fait comme blague? Je travaille pas, j'essaye d'apprendre. C'est le président sortant, quoi. Hein, bah oui, c'est le président sortant. Qu'est-ce qu'il a fait comme blague machiste, votre opposant socialiste? Vous savez, c'est toujours sur le même thème, la télé-réalité, ou c'est pas la réalité de l'économie. Non, mais en revanche, on sent qu'il y a un petit mépris, si vous voulez, notamment sur les grandes affaires économiques. C'est genre, oui, mais elle vient de l'économie, mais c'est pas forcément. Enfin, il y a une forme de mépris d'ailleurs de l'industrie des médias qui, moi, me frappe aussi dans le monde politique. Je suis très étonnée de voir que pour mon opposant socialiste, pour faire plaisir à Olivier Duhamel, l'industrie aéronautique c'est noble, l'industrie des médias c'est pas vraiment de l'économie. Je veux dire, quand on connaît le nombre d'emplois et quand on voit derrière les incidences économiques de ces secteurs, je trouve que c'est pas. Enfin, moi, ça m'a plutôt étonné et j'ai pas trouvé que c'était tout à fait en son honneur. Alors, pour répondre à Serge July qui discrètement a fait une petite allusion au Juppé, c'est-à-dire l'affaire du. On va rappeler l'affaire, hein, Serge July. Serge July, c'était Alain Juppé le premier gouvernement d'Alain Juppé en 80 après la dissolution. Premier gouvernement. 95. C'est après. Avant l'élection présidentielle de 1995. Merci, Catherine. Jacques Chirac était le président, il nomme Alain Juppé. Vas-y. Non, juste. Novembre 95 de mémoire. Premier remaniement ministériel. Premier remaniement. Et donc, ce sont les femmes, 8 sur 12, qui ont été... Dont François Barouin, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Alors, Alain Juppé l'explique en rappelant qu'à l'époque, c'était très innovant d'avoir nommé autant de femmes au gouvernement, ce qui est quand même une réalité. C'est pas innovant de le dire. Je poursuis le raisonnement. Et que du coup, les femmes à cette époque, pour certaines en tout cas, avaient moins de force politique parce que justement, elles venaient pour certaines, enfin, c'est pas le cas de toutes, mais c'est comme ça qu'il l'explique. Moi, je ne me fais que l'écho de ce qu'il explique, et qu'il avait fallu faire des choix qui étaient aussi des choix de balance politique à ce moment-là, des grands équilibres politiques, et que du coup les hommes avaient à certains moments plus de poids politique que ne l'avaient certaines femmes à ce moment-là. Pour avoir fait un livre avec lui, avec Alain Juppé, je peux vous dire qu'il regrettait quand même... En tout cas, c'est un homme à qui on ne peut pas... Petite soldate, vous pouvez dire que c'était une erreur, franchement. Non, mais franchement, oui, franchement. Lui ne barguinait pas. Je pense que c'est probablement une erreur de communication. Après, sur le fond, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'Alain Juppé n'est pas un des hommes politiques, pour le côtoyer depuis 18 mois, qui a du mal avec les femmes. Au contraire, à la mairie de Bordeaux, les grandes directions sont aussi occupées par des femmes. Il a fait la parité sur les adjoints, alors qu'il n'est pas obligé. C'est quelqu'un... Oui, je ne sais pas honnêtement si c'était vraiment parce qu'elles étaient femmes qu'elles ont été dégagées du gouvernement. Je pense qu'il y a eu des arbitrages, mais peut-être que ça a joué. En attendant, moi, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Depuis 18 mois, je le vois à l'heure. Ce n'est pas un homme qui a un problème. Et je vais vous dire, j'en ai plein d'autres à citer qui ont des problèmes avec les femmes. Ce n'est pas le cas visiblement d'Alain Juppé. Nicolas Sarkozy a organisé, tout seul dans son coin, un questionnaire sur l'immigration. Vous avez la même question. Est-ce que vous avez voté ? Non, parce qu'en fait, moi, j'ai cotisé aux Républicains, mais très tardivement. Comme vous le savez, j'ai été investie, alors j'ai été non encartée. Donc, j'ai promis quand même, à un moment donné, notamment vis-à-vis des militants, de rejoindre la formation politique qui m'avait fait confiance. Donc, j'ai fait mon chèque de cotisation, mais je ne suis pas encore dans les registres. Vous voyez, ça va prendre un tout petit peu de temps. Et donc, je n'ai même pas reçu le questionnaire. Vous en avez peut-être entendu parler de ce Oui, bien sûr que j'en ai entendu parler. Mais je réponds exactement à la question, c'est que je ne l'ai pas reçu. Et alors, ce questionnaire, ça vous a inspiré quoi ? Écoutez, on sait ce que ça a inspiré Alain Juppé. Non, mais d'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Républicains ont évolué, puisque dans leur réforme des statuts, ils ont permis cette consultation des militants. C'est peut-être une... Enfin, moi, je trouve ça plutôt bien, en l'occurrence. Et le fait que des gens votent et donnent leur avis, je pense que c'est plutôt une avancée démocratique de ce parti. Ça a procédé à cette ouverture des Républicains versus UMP que je trouvais intéressante. En tout cas, donnent leur avis sur un questionnaire établi par Nicolas Sarkozy sur un coin de table sans avoir été discuté avec François Fillon, avec Xavier Bertrand, avec Alain Juppé, c'est démocratique. Ils n'étaient pas là. Non, mais là encore... Sans les avoir conviés. Je pense que comme ils se sont déjà exprimés tous, voilà, c'est le questionnaire des Républicains. Vous pourriez avoir, vous, un point de vue sur les questions qui étaient posées, quand même.
Non, mais sur les questions qui étaient posées, évidemment que j'ai un point de vue, on peut reprendre question par question, mais si vous voulez, globalement, je pense que c'est intéressant de consulter, et ensuite, on voit bien quelle est la ligne qui se dégage derrière le questionnaire, qui est une ligne politique qui est portée par les Républicains. Alors, je vais prendre une question, parce que c'est celle qui est, moi, je trouve la plus dure. Le fait qu'un enfant né de parents irréguliers perdrait le droit qu'il a aujourd'hui, à certaines conditions, d'acquérir la nationalité à l'âge de 18 ans. Là, ça vous a pas échappé qu'au sein même des Républicains, il y a plusieurs tendances. Alain Juppé s'est prononcé effectivement contre cet aspect-là, que comme vous dites, vous jugez dur et qui finalement remet en cause quelque chose de fondamental, mais Nathalie Kosciusko-Morizet également. Donc on voit bien, et c'est peut-être un peu l'intérêt de ce questionnaire aussi, c'est que ça dégage différentes tendances. Voilà, alors on peut se dire, ah là là, c'est dur, mais là encore, si dans sa grande majorité, les électeurs, enfin les militants avaient choisi de ne pas soutenir ce point, je pense qu'on en aurait tenu compte. Et on voit que les grandes figures du parti vont pouvoir elles-mêmes porter des projets et des paroles. Et quelque part, moi, je trouve ça sain d'entendre des discours qui sont différents, justement, de la ligne. Il n'y a pas une seule ligne, il y a un débat. Et je crois que c'est sain pour tout le monde. Catherine Ney. Oui, il y a un chiffre que Alain Juppé n'a pas donné. L'autre jour, il parlait de l'accueil des migrants à Bordeaux et qu'il avait, dans un quartier, fait venir des migrants et organisé un pot avec les gens du quartier pour que ça se passe bien. Je voudrais savoir combien une ville comme Bordeaux est capable, a accueilli de migrants, en l'occurrence. Combien? C'était de quel ordre de... C'est de l'ordre de 66, je crois, sur un quartier et une trentaine de Sahraouis sur un autre. C'est de cet ordre de grandeur-là. Donc c'est très peu. Mais c'est peu, oui, parce que là aussi, encore faut-il la décence pour accueillir. Il va falloir que derrière, on regarde dans quelles conditions on les accueille. C'est justement ça qui est intéressant. Je voudrais savoir si au niveau d'une région comme qui va être l'Autriche, est-ce que déjà vous faites les calculs de savoir s'il y a vraiment mais combien de places une région comme je crois que la nouvelle région indispensable, c'est accueillir de migrants. Au lieu de faire des calculs d'apothicaire, de regarder là encore les capacités d'accueil, c'est-à-dire en termes de logement et aussi en termes d'emploi et en termes de... Donc c'est quand même essentiel de répondre à cette question par justement l'analyse même sur le territoire des capacités d'accueil. Et là, on a un problème. C'est qu'on sait que, et l'hiver va bientôt arriver, on a des problèmes d'accueil de gens en situation d'urgence sur notre territoire, qui sont là en situation régulière. Donc il faut quand même peser tout ça, et c'est pour ça que c'est une question aussi complexe. Et là encore, l'État devra prendre ses responsabilités, mais c'est vrai qu'on ne peut pas balancer le bébé à une collectivité quelle qu'elle soit, que ce soit une mairie ou que ce soit une région demain, parce qu'il faut appréhender les moyens qu'on met en face et la décence dans laquelle on va pouvoir héberger ces personnes qui sont en souffrance. Serge Julie. On peut penser que c'est un devoir, en tout cas, de venir à la rescousse de réfugiés qui sont victimes de la guerre, du terrorisme, une forme de fascisme, etc. Mais ma question, c'est pas celle-là. C'est de vous demander, vous, alors, femme d'entreprise, vous démarrez en politique, il y a une image de la France qui se fait à travers tous les témoignages de ces réfugiés, en particulier des réfugiés syriens. Ils sont 52% de ceux qui ont traversé la Méditerranée. Ils disent on ne veut pas venir en France. Ça vous blesse pas le fait que des gens qui sont dans une situation catastrophique, qui risquent la mort, qui ont pris tous les risques pour traverser la Méditerranée, il y a un pays dans lequel ils n'ont pas envie de venir, c'est le nôtre. Écoutez, c'est pourtant un pays superbe. Oui, mais comment vous expliquez ça? Qui a quand même été très attractif. Faut croire que non. Oui, faut croire que non. Toutes les interrogations qui sont faites, surtout pas en France. On veut aller en Angleterre, on veut aller en Allemagne, en Suède, mais surtout pas en France. On est englué dans une crise qui est quand même de notoriété publique. Je veux dire, le gouvernement nous promet l'inversion de la courbe qu'on ne verra pas venir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une bonne politique économique dans ce pays. Donc, que des gens qui pensent à leur destin regardent aussi ces critères-là, me semble une évidence. Après, franchement,
franchement, je pense qu'on n'a pas non plus à s'auto-flageller. On a été un pays qui a quand même été très accueillant. On a une politique sociale qui est quand même très accueillante, y compris pour des gens en situation irrégulière. Donc, mais même aujourd'hui, encore aujourd'hui, je veux dire, il va falloir, d'ailleurs ça fait partie du fameux questionnaire, mais réfléchir aussi sur des aides médicalisées, l'AME, et c'est un vrai sujet. Je veux dire, on ne peut pas avoir dans notre pays comment dirais-je, des aides sociales qui sont allouées à des gens en situation irrégulière quand on a soi-même les problèmes que nous connaissons avec des gens qui sont là et qui ont cotisé pendant des années. Vous prenez cet exemple, l'aide médicalisée, gratuite, d'urgence, ça tente personne. Pourquoi ? Donc c'est l'argument qui est utilisé de dire les aides sociales sont-elles en France que ça attire les gens ? Ben non, ça les attire pas. Mais pour la même, c'est un peu le même raisonnement que mon engagement en politique. C'est à un moment donné, est-ce qu'on vit dans un contexte formidable où on peut se gargariser de nos bons résultats, où on est exemplaire, on est à la remorque de l'Europe, on est sur beaucoup de sujets. Les mauvais. Non mais attendez, pardon, mais on a 2000 milliards de dettes, donc déjà on a quand même un vrai sujet. On va pas pouvoir le mettre sous le tapis. On n'a malheureusement pas bénéficié de la reprise économique. D'autres pays en ont bénéficié. On voit bien qu'on a une mauvaise politique et qu'on a un mauvais... exactement la question de Serge Julet. On marque une pause pour que vous ayez le temps de réfléchir à la question de Serge Julet et on vous la repose. À tout de suite. Le Club de la Presse d'Europe 1. Jusqu'à 20h avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec Virginie Calmel, un des principaux soutiens à Alain Juppé, tête de liste pour la présidence de la région. Dans quelques semaines. Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, tête de liste, donc les Républicains. Après les régionales, il y aura les primaires et on nous annonce une lutte à mort entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Est-ce qu'Alain Juppé le sait ? Est-ce qu'il vous en parle ? Est-ce qu'il vous dit « je suis prêt au combat, je suis prêt à aller jusqu'au bout » ? Moi, je suis d'abord et avant tout dans les régionales. Vous savez, je crois que là, on a besoin d'une alternance politique. Et de ce point de vue-là, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy sont totalement d'accord. On a besoin d'une alternance dans ce pays. Et c'est au régional que l'alternance... Ça sera en décembre. Mais ma question, c'est sur après. Les primaires, bien sûr que je crois que personne n'est naïf dans cette histoire, mais là encore, il faut des règles, il faut de la méthode et il faut du respect. Je crois que tous les protagonistes y sont prêts. Il faut de la dignité, il faut que ça se passe bien. On a eu un exemple socialiste qui est plutôt un bon exemple et il n'y a pas de raison que la droite ne soit pas capable d'organiser des primaires avec le même degré d'efficacité et de représentativité à la fin, c'est-à-dire d'avoir le maximum de votants. Ce qui vous intéresse, c'est les régionales, mais on en a beaucoup parlé, on insiste un tout petit peu sur la primaire dans le peu de temps qui nous reste. On dit beaucoup que Nicolas Sarkozy a un vrai atout parce qu'il contrôle le parti, que Bruno Le Maire laboure la France et se crée un réseau, 5, 8, 10 000 au moins sympathisants, que d'ailleurs il en faut 10 000, parce que s'il y a 10 000 bureaux de vote, il faut au moins avoir un scrutateur qui surveille dans chaque bureau de vote, et qu'Alain Juppé ne fait pas ce boulot-là. Ça, c'est ce qu'on dit, mais moi, ce que je vois sur le terrain, c'est qu'Alain Juppé, d'abord, il continue son tour de France, il est très présent, il fait des déplacements réguliers, et puis Alain Juppé, il a un discours qui est très clair, et surtout, il a, là encore, un bilan. Il a fait, et il est... talent pour pas me répondre, c'est pas discours, c'est pas bilan, ma question, c'est est-ce qu'il va chercher ces 10 000 adhérents au réseau ? Et il fait le tour, il a un bilan. Il va les chercher parce que, justement, il va partout sur le terrain en région, et que derrière, ça vous a pas échappé non plus, qu'il y a plein de comités de soutien à Alain Juppé qui se montent. Donc de ce point de vue-là, moi je crois que c'est un faux procès d'expliquer que Bruno Le Maire en aurait plus qu'Alain Juppé ou que François Fillon. Je crois qu'en fait, ils sont tous, on a affaire quand même à des gens qui connaissent bien ce qu'est la politique, d'accord ? Je pense qu'ils savent tous ce que va être cette primaire, et que de ce point de vue-là, moi je ne vous en crois parle pas de la du primaire tout. Sur le terrain, comme on dit ? Non, pas du tout. Moi, je et des régionales, ils vous en parlent ? Je pense franchement que les citoyens ne sont pas du tout encore dans les primaires. Et pas dans les régionales non plus ? Un petit peu dans les régionales, mais on sent bien que jusqu'à l'été, de toute façon, c'était pas leur préoccupation. Ça commence à l'être, mais clairement, il va falloir qu'on intéresse à nouveau les gens à la politique et à ces grandes échéances, parce que c'est un enjeu majeur. Et ce serait dommage de passer à côté. Les gens ne sont pas satisfaits de la politique qui est menée par le gouvernement, et notamment les prérogatives économiques
économiques, elles incombent aux régions. Donc ça va être essentiel que les gens aillent voter pour justement porter un autre projet politique pour les grandes régions et donc notamment dans le domaine économique qui est la prérogative de la région. Et pour finir, j'ai une bonne question à vous poser. Est-ce que vous pensez que c'est un bon candidat, Alain Juppé ? Écoutez, moi là-dessus, je pense qu'effectivement, il a d'abord fait la preuve, la démonstration qu'il était un homme du fer, hein, F-A-I-R-E. Moi, je crois que c'est essentiel. On a besoin d'action, on a besoin de courage. C'est, il me semble, des qualités qui sont essentielles. Le fait de ne faire qu'un seul mandat est un atout très important pour être justement courageux, porter les réformes dont le pays a besoin. C'est aussi quelqu'un qui est rassembleur, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Oui, pour moi, c'est un bon candidat. Mais je vais vous dire, je pense qu'on a la chance à droite d'avoir des bons candidats et qu'au moins, on a un objectif commun, c'est changer la politique économique de ce pays et que vraiment la droite gagne. C'est le bon candidat. Bah, écoutez, tous les électeurs aux primaires décideront. En tout cas, moi, ça ne vous cache, enfin, c'est pas un secret que voilà, je soutiens Alain Juppé. Mais ce qui m'importe, c'est qu'au régional, je ne suis pas que la candidate d'Alain Juppé. Vous voyez, Nicolas Sarkozy me soutient, Alain Juppé me soutient, Jean-Pierre Raffarin me soutient. Et François Bayrou me soutient, et l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, et Dominique Bussereau, et Michel Alliot-Marie, et tous les grands élus de cette grande région. Tout le monde vous soutient. Non, mais je pense qu'au moins, pour cette grande région, on prouve qu'on est capable de mettre les primaires au deuxième plan et de faire une vraie liste d'union, ce à quoi, à mon avis, les citoyens aspirent pour porter un projet commun, parce que là, on a un projet qui est clair, qui se dessine, et qui nous permet de changer la politique de cette région. Merci beaucoup, Virginie Calmels, ancienne femme de télévision, désormais donc candidate à la présidence de la région Aquitaine-Limousin, Poitou-Charentes pour les Républicains. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du Club de la Presse.